Ça y est, on est live. Salut. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va, ça va? Bon, bah, on est prêt pour ce 3e épisode de Briques de Web. C'est la 3e déjà, ça fait 6 semaines. Oui. Ah, ça commence à devenir quelque chose de régulier, j'adore ça. Et aujourd'hui, on a au menu, on a des chroniqueurs comme d'habitude et on a un invité très spécial, François Beaufort, qui va nous parler de l'implémentation de nouvelles API dans les navigateurs. François, c'est le gars que quand j'ai trouvé une API nouvelle qui est en mode expérimental, j'ai dit waouh, ça c'est cool. C'est souvent François qui est derrière. Ça m'était déjà arrivé avec NFS, Web Bluetooth, les Picture in Picture. Et donc, moi, je suis super content qu'il soit là avec nous aujourd'hui. Il est encore un petit peu caché. On va attendre un petit quart d'heure Ouais, avant de le voilà. voir. Donc, d'abord, on va commencer, comme d'habitude, avec notre première chronique fétiche, la météo de web, avec notre cher Wassim. Salut Wassim. Et avant de démarrer, il était en train de me mettre en private chat, donc je le dis, on fait ça toutes les 2 semaines, tous les mardis à 12h15. C'est régulier, effectivement. C'est tout bon? Je te mets ton écran. Parfait. Et puis on est parti. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, en 5 minutes, je vais essayer de vous présenter quelques actus web donc, qui ont eu lieu au cours des 2 dernières semaines. Donc voilà, donc je démarre mon chrono et on est parti. Donc, première nouvelle, c'est donc la sortie de TypeScript 4.3 en bêta. Donc là, vous pouvez le tester dès aujourd'hui. Je vous ai mis ici quelques améliorations et quelques nouveautés en fait proposées par cette version. La première étant donc l'amélioration d'utilisation des types en tant que template literals. Donc là, pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire des unions pour typer leurs variables, maintenant en fait vous allez pouvoir utiliser les template literals avec la syntaxe familière, etc. pour typer vos variables. Ça, c'est super cool. L'autre nouveauté aussi, c'est donc la sortie, donc le support plutôt des private class elements. Donc, si vous êtes fan de tout ce qui est privé en JavaScript, donc là, lâchez-vous, maintenant c'est disponible. Et puis, dernière amélioration est donc l'autocomplétion des import statements. Donc dans VS Code, lorsque vous faites import un type ou une donnée depuis un fichier, là, VS Code est un peu plus malin maintenant. Il va pouvoir vous compléter automatiquement l'import, ce qui était assez galère à faire avant. Donc là, maintenant, c'est built-in dans VS Code, sans plugin, sans rien. Enchaînons du coup. Ensuite, on passe à NPM. On a un problème de micro, Wassim, je ne sais pas ce que tu as. Tu es de très loin, là, tu parles. Là, c'est bien maintenant. C'est pire. Ok. Et là? Là. Je sais pas, t'es super loin, tu parlais nickel, et là, c'est parti d'un coup. J'ai pourtant pas bougé de ma place. Ok. Toujours pas bon? On t'entend de très très loin, ouais. Je peux te dire de continuer, mais ça va pas le faire, donc essaie de changer de micro peut-être pour une fois. T'en as qu'un? Je vais essayer. Alors, normalement, c'est mon micro ici. Donc ouais, c'est celui-là, on l'entend, mais le niveau est... Ok. Et toujours rien, non? Ouais. Bon, c'est peut-être un problème de bande passante. Ça revient. Ça grésille, mais ça revient. Okay. T'as peut-être un problème de câble. J'ai rien touché. C'est mieux du coup? Non? Pas vraiment. Je suis désolé. Pourtant, l'audio est plus important. Ouais, c'est pour ça que je t'embête. On pourra couper de toute façon pour ceux qui regardent pas en direct, mais... Alors, je peux continuer du coup de parler. Essaie de le mettre un peu plus... J'ai l'impression que c'est... Ouais, si tu parles un peu plus... Ouais. Vas-y. Pourtant, j'ai l'habitude de parler dans ce micro. C'est la première fois que j'utilise. Ouais, bon, écoute. Ok. Essaie de... Boris, essaie de dire de changer ton filtre anti-bruit peut-être. Sinon, continue. Là, j'ai désactivé la cancellation, l'écho dans StreamYard. Alors, t'entends à peine. Et là, est-ce que c'est mieux? Attends. Non, toujours rien? Non, c'est super loin. C'est vraiment... J'ai du mal à t'entendre. Les autres ont le même problème aussi? T'as un problème de volume d'entrée. Dès que tu t'éloignes d'1 centimètre, après, on t'entend plus. Et attends, si je colle ma bouche. Non. Ok. Oh, tu sais quoi? On va essayer de... Peut-être on va changer de... On te fait revenir après? On échange? Bah, on t'entend plus du tout, c'est fini. T'as ton micro qui est mort en direct.
On fait quoi, Horatio? On fait passer Jean-François? Je pense qu'on va faire passer Jean-François, voir si Wassim peut régler les soucis et passer juste ensuite. Désolé. On te fait revenir tout à l'heure? Ah ouais, désolé, Wassim. Là, ouais, on t'entend plus du tout, donc... Les Ok, aléas de direct. Ça serait j'espère pas que une Jean-François est émission derrière. live si on n'avait pas ce type de soucis. C'est clair. Je sais pas si t'as une carte. Si t'as une carte, c'est peut-être ça. Sinon, problème de câble, je sais rien. Mais on verra. On t'entend plus. C'est fini. Ouais, Il c'est n'y a plus ça. aucun son. Si, il y a un truc Ouais. tout petit, mais désolé. Ok. Bon, bah, tout à l'heure Bon, aussi. bah, On réessaye. dans ces Ok. cas-là, On est toujours dans les temps. Oui, aujourd'hui. Allez, problème de direct sont. Bon, bah, dans ces cas-là, on peut passer à notre chronique suivante. Et pour notre Allez. chronique suivante, on va appeler à Jean-François. Ah, mais il Et est c'est là. la première fois. Yes, Voilà. j'essaye. On va tenter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très On bien. t'entend. Et on te voit. Ok. Ah, non, parfait. Je me suis dit, allez, je tente quand même. Je vais essayer de partager la Super. caméra. Moi, je suis sur le smartphone, hein, donc on s'est dit, après tout, normalement, les briques du web, c'est censé être un podcast audio, donc je me suis dit, bah, on va essayer de la faire 100% sans support visuel. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un truc, c'est les templates littérales. Ou plus précis, comme vous avez tendance à les connaître, les templates string. Mais plus spécifiquement, j'ai envie de parler d'un truc au sein des templates string, c'est les tags en fait qu'on peut mettre au niveau des templates littérales, qui ont été nommés en fait les tags template literals. Donc juste un tout petit peu d'histoire. Hein. Enfin, j'ai pas réussi à retrouver la date de publication initiale. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé en fait avec ES6. Au début, donc, on parlait de string literals, qui sont devenus après, donc, comme je disais, les templates literals. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, bon, je pense quand même que si vous avez écouté ce podcast, c'est que normalement vous savez de quoi on parle. Mais pour rappel, donc, il s'agit de ces fameuses chaînes de caractères qui se préfixent, qui se suffixent par des backticks, donc l'accent grave, dans lequel on va mettre à la fois des chaînes de caractères, on peut faire des retours chariots, etc. Et on va intégrer aussi un certain nombre de paramètres qui vont donc enrichir notre template. Donc c'est très pratique quand on a besoin de faire de la concaténation, des choses générées, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que sous le capot, les templates littérales, elles ont une fonction de formatage par défaut qui nous renvoie donc par défaut des chaînes de caractères. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de les changer, c'est que cette nouveauté qui est arrivée avec ES6 ne permet pas de générer que des chaînes de caractères. Certes, ça manipule des chaînes de caractères et c'est ça qu'on va avoir en entrée. Pour autant, c'est pas uniquement ce qu'on va avoir. Et donc, si on regarde plus spécifiquement la notion des tags template literals, on va préfixer donc notre backtick par un mot-clé. Ce mot-clé va correspondre en fait à une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir deux paramètres en entrée. Un premier qui est un array de toutes les chaînes. Donc, si, imaginons, j'avais une chaîne de caractères telle qu'on a l'habitude de l'écrire, donc string text avec une expression JS espace string text, bah là, on va avoir deux arrays qui sont splittés. C'est comme si j'avais fait un split, en fait, autour de mon expression. Donc ça, c'est mon premier paramètre que je récupère. Et ensuite, je vais récupérer en deuxième paramètre l'ensemble des arguments qui ont été fournis à cette template littérale. Et je vais pouvoir en faire ce que j'en veux. Et là, en fait, c'est là où ça devient magique, c'est que on va pouvoir imaginer plein de choses. Et c'était ce pourquoi on voulait faire cette chronique ce midi. C'était pour vous dire, ouvrez vos chakras, faites pas que des chaînes de caractères, vous pouvez créer des choses. Par exemple, on pourrait très bien imaginer, donc ça fera plaisir à Horatio et à Hubert, on pourrait très bien imaginer un tag web component qui, quand on écrit, du coup, nous génère tout le boilerplate autour des web components. D'une manière générale, je pense que les tags templates littérales ont vraiment été imaginés pour justement mutualiser des choses et éviter un certain nombre de boilerplates de code qu'on va pouvoir mutualiser. On pourrait très bien aussi, si on veut, imaginer faire par exemple des DSL de E2E, enfin on va pouvoir faire du test end-to-end
on pourrait très bien faire ce genre de choses. Ou loguer avec des strings. Je vais faire un log backtick et puis tout ce que je vais mettre dedans, ça va me faire un console.log évoluer, par exemple. Ça, c'est des cas d'utilisation. Et en fait, peut-être que certains d'entre vous les utilisent sans s'en rendre compte. J'ai listé en fait un certain nombre de librairies connues ou plus ou moins connues qui utilisent déjà les backticks. Et donc, moi que j'aime beaucoup et que Hubert aussi aime bien, c'est Lit HTML par exemple. Donc ça, c'est vraiment un super exemple. Il renvoie des objets DOM. Mais il y en a aussi une autre qui s'appelle Snabby qui fait la même chose. J'ai vu aussi Retemplate Tag qui vous permet en fait Re, c'est pour regex en fait. Donc, qui va vous permettre de générer des regex et de les manipuler, de les concaténer et de les utiliser. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il y en a d'autres qu'on fait aussi GraphQL Tag, qui va vous permettre donc de générer des requêtes GraphQL directement. Ou ce qu'on peut trouver sur la doc de MDN, des choses comme Style Component, qui va vous générer des composants spécifiques, avec aussi la possibilité d'intégrer du CSS directement. Donc bref, voilà, je voulais vous présenter cette partie-là pour vous dire les string literals, c'est pas que lié aux chaînes de caractères, mais ça peut être aussi plus. Donc qu'on ne me dise plus JSX, c'est le seul moyen de faire des templates. Non, en fait, il y a un moyen standard qui existe dans le DOM qui s'appelle les tags littérales. Donc je vous invite à regarder ça prochainement. Merci à tous. Moi j'ai fini pour ma petite rubrique. Merci. Merci Et Jean-François. pour être sûr d'avoir bien compris, c'est un truc qui est directement dans la plateforme, dans le navigateur ou Exactement. Non, c'est disponible en effet dans les plateformes et donc il suffit juste de fournir dans le scope de l'appel de ta chaîne backtick, enfin de ta tag template, la fonction qui porte le même nom et du coup automatiquement ça marche. Et donc ça, tu peux faire des choses. Moi j'ai fait des essais par exemple justement pour loguer, pour tester, pour voir un peu ça marche très bien. Ah, super. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine. On va retenter Wassim. Est-ce qu'on retente Wassim? On réessaye. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ben oui, c'est nickel. Oui, tu es là, bravo. Bon, je crois que mon préamp est dead en fait. C'était un petit peu, ouais. Bon. Est-ce qu'on c'est pas grave. Est-ce qu'on reprend depuis le début? Si on peut recommencer, je pense que ça serait plus simple pour les gens qui vont écouter après. Parfait, on fait ça. Allez, merci bien. Merci à vous. Alors, rebonjour du coup à toutes et à tous. Et donc, dans cet épisode, donc, pour l'actu du web de ces 2 dernières semaines, donc, je vous ai réservé 4 petites infos, 4 petites actus. La première étant la sortie de TypeScript 4.3 en bêta. Donc, une des améliorations qu'apporte cette version est donc l'utilisation des templates literals en tant que type. Donc, c'est ce que François vient de présenter. Mais donc là, vous allez pouvoir l'utiliser en tant que type au lieu d'utiliser les unions. Donc, si vous êtes habitué à utiliser des unions en TypeScript, donc là, c'est une simplification si vous souhaitez. Ensuite, deuxième news étant donc le support de ES, donc les Private Class Elements, donc pour faire des propriétés de classe privées ou méthodes privées. Donc là, maintenant, c'est supporté, si vous êtes fan. Et puis, l'amélioration de l'autocomplétion des imports. L'instruction d'import, du coup, dans VS Code, maintenant, a été vachement améliorée, ce qui vous permet, du coup, juste de spécifier, en fait, une dépendance et VS Code va autocompléter, du coup, la suite pour vous. L'autre news étant donc la sortie de la version 7.9 d'NPM avec donc l'amélioration de support des workspaces. Donc là pour ceux et celles qui font qui sont, on va dire, fans des monorepos. Donc là maintenant ça va être petit à petit du coup supporté nativement par NPM. Donc allez-y tester cette version là si vous le souhaitez. Et puis donc dans VS Code 1.55, je réfléchis à la version, donc elle est sortie en mars dernier. Donc il y a eu plusieurs améliorations, je vous ai mis que 3, donc notamment l'amélioration de support des notebooks, donc Jupyter Notebooks pour ceux et celles qui utilisent ça. La revue, on va dire, des icônes dans macOS, Big Sur, et puis surtout, le support de Raspberry Pi. Ça, c'est super cool. Donc, franchement, voilà. Donc, si vous utilisez la version Insiders, normalement, vous avez déjà ces améliorations-là. Mais pour les autres, n'hésitez pas, du coup, à mettre à jour.
Et puis, dernière news étant donc l'API Web Authentication qui maintenant arrive à level 2. Donc, François Beaufort vous parlera du coup de comment on gère et comment, on va dire, on débat et on implémente dans le navigateur ce genre d'API. Mais en tout cas, cette API en fait, vous permet d'utiliser directement en JavaScript en fait, d'accéder à un store de credentials en fait, pour authentifier vos utilisateurs et puis donc, les loguer en utilisant par exemple ici, je vous ai mis une vidéo donc, pour celles qui regardent YouTube. Donc ça vous permet d'utiliser le gestionnaire de mots de passe de votre OS directement depuis votre navigateur donc, pour loguer et authentifier vos utilisateurs. Donc voilà, donc c'était tout pour cette semaine et donc rendez-vous dans 2 semaines pour d'autres actualités et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Voilà pour moi. Merci, ça valait le coup de se réinviter. Merci. Je te revoir. Merci, C'est Wassim. cool, je suis content. Ok. Merci Wassim, à dans Merci. 2 semaines. Alors Horatio, ça fait 2 fois qu'on le mentionne, 3 fois. Oui. Il va falloir l'inviter maintenant. Bah oui, François, tu peux nous rejoindre? Salut François. Si vous cliquez sur le bouton, c'est pour moi. Salut. C'est ça. Alors, le cœur du programme, enfin, un petit peu en retard, mais on est nickel, ça va le faire. Bah oui, carrément. Bienvenue. Merci, c'est gentil de m'inviter. Bon, François, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? François Beaufort, je travaille chez Google à Paris, dans une équipe qui s'appelle Relations développeurs. Donc en gros, on aime bien discuter avec les ingénieurs des équipes navigateurs et les développeurs du monde réel. Donc on fait la liaison, on leur dit, on va voir les ingénieurs, on dit, écoutez, j'ai parlé avec Horatio, il m'a dit que c'était bien de la merde cette API. Ah ouais, on sait, on va corriger, merci. Et puis on va aussi voir les ingénieurs, enfin les développeurs web, on leur dit, écoute, il y a une super API qui arrive, ça a l'air vraiment génial. Tu fais vraiment? Je dis, ouais, vas-y, teste. Et la plupart du temps, ça marche. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'ai parlé avec toi, c'était au milieu de Vox Belgique, il y a des années, où tu faisais des petits trucs avec WebNFC, et c'était plutôt, waouh, mais c'est possible de faire ça sur un navigateur. Et comme je disais au début de l'émission, je crois que tu es le gars qui j'associe à ces sensations-là de, mais on peut faire ça sur les navigateurs. Et donc, je pense que tu as bossé sur pas mal d'API plutôt intéressantes ces dernières années, non? J'ai travaillé sur pas mal d'API. J'ai travaillé sur donc pas mal d'API qui sont liées au périphérique matériel. Donc tu mentionnais NFC, on a aussi tout ce qui est USB, Bluetooth. Plus récemment, on a le Serial et le HEAD protocole qui sont maintenant supportés dans le projet open source Chromium. Donc ça, c'est super cool. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'installer toute une machinerie. Tu peux littéralement, en 4 lignes de JavaScript, pouvoir interagir avec un matériel qui est connecté à ton laptop ou à ton téléphone sur Android, par exemple. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'ai travaillé sur des API dits plutôt médias. Donc tout ce qui est Picture-in-Picture, ça fait partie des API sur lesquelles j'ai travaillé. Donc vraiment, il y en a pas mal. Et ce qui est cool, et ce que je disais à Julien, en fait, ce matin, c'est que moi, je suis arrivé très tard sur le web. Je suis arrivé il y a 10 ans. Ça peut faire beaucoup, 10 ans, mais il y a 10 ans, c'était déjà tard. Et quand je jouais avec des API web, et qu'on me disait, tu sais, qu'il y a une spécification, donc une Bible, un Coran de comment doit fonctionner cette API. Et j'étais en mode, mais qui sont ces dieux et ces déesses qui ont créé ces documents? Et je suis maintenant 10 ans après, et ce que je dis, je peux te dire que c'est juste des gens comme toi et moi qui font de leur mieux à un moment donné de leur vie dans un certain nombre dans un contexte donné. Et quand tu relis des choses, tu fais, mais pourquoi on fait ça? C'est nul. Ou des fois, tu fais, ah, c'est très bien prévu, parce que maintenant, je peux faire ça dans la version 2 de cette API. Donc, c'est juste... c'est fou comme le web, comme la plateforme du web évolue. Là, je suis en train de regarder en ce moment comment faire pour rajouter... Donc là, j'ai travaillé sur Picture-in-Picture, et donc ça, c'est cool, ça te permet d'avoir un élément vidéo directement en Always on Top sur ton écran. Donc ça, c'est sympa. Carrément. Et puis... je veux dire, franchement, on a restreint ça aux vidéos et c'est normal d'un point de vue sécurité, c'est pas évident parce qu'en gros, on enlève toute l'UI du navigateur, ce qui fait que techniquement, une personne pourrait, si elle a envie, un site web pourrait, s'il a envie, te créer un bon gros pop-up bien rouge, warning, attention, tu as un virus sur ta machine, qu'est-ce que tu fais? Et donc, il y a plein de choses que Chrome met en place pour éviter, genre la taille maximale de la fenêtre pipe,
tu peux pas la refermer comme tu. Enfin, il y a plein de petites choses. Et moi, je me suis dit, bah, franchement, une Always on Top Window, ça serait quand même sympa. Donc, je regarde pour faire ça en ce moment. Et je me rends compte que, franchement, le window.open, le truc tout moche, tout dégueulasse qu'on a depuis 20 ans, et ben, il prend un troisième argument qui s'appelle Window Features. Et là-dedans, tu passes des sizes, tu passes des strings, vraiment. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, si on rajoute juste un Always on Top là-dedans, franchement, c'est propre. C'est supporté par tout le monde. Si ça l'est, tu auras du Always on Top. Si ça ne l'est pas, bah, tant pis, c'est pas grave, tu auras au moins demandé à ce que le navigateur le fasse. Enfin, c'est le genre de choses qui fait que moi, je suis toujours surpris par. Tu vois, ça s'appelle les briques du web, ce show. Bah, c'est vraiment ça, quoi. T'es sur une brique, là, on est la 12 millième brique et on essaie de faire quelque chose de sympa. Et voilà, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Ah non, mais au contraire, c'est juste ce type de choses, ce type de retour de comment ça se passe vraiment, comment sont ces specs construites, comment sont ces API implémentés ensuite, que je pense que pour beaucoup, bah, c'est une partie que, comme tu disais, on les voit quand c'est déjà fait. Waouh, ce truc est cool. Oh, tiens, ce truc est plutôt bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Et j'adore l'idée que tu nous donnes, bah, ces visions-là de l'autre côté du miroir, des gens qui conçoivent ces API, qui construisent, qui les implémentent, qui discutent avec les autres navigateurs pour que tout le monde le fasse. Et je pense que tu as une perspective unique sur ce type de choses, quoi. Tu pourrais, oui. Il y aurait moyen de revenir un peu en arrière, parce que moi, je fais partie du web. J'aime bien les briques du web parce que ça m'évite d'avoir à apprendre trop de choses. En fait, plus tu te rapproches de la plateforme, plus tu fais les choses rapidement et simplement. Comment est-ce qu'on passe on parle d'implémentation d'API, mais j'imagine que du coup, il faut la spécifier avant. Et il n'y a pas que Google Chrome. Tu travailles chez Google, mais il y a aussi d'autres navigateurs. Est-ce que la spécification vient avant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide de faire quelque chose et on en fait une spécification qui après est implémentée par les autres aussi? Comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est de l'œuf ou de la poule? Qui c'est qui commence? Et comment ça fonctionne? Alors, je vais te dire ce sur quoi j'ai travaillé. Donc, c'est des choses qui ont entre moins de 5 ans. La façon dont ça marche, en tout cas de ce que j'ai vu, tu es une équipe, un développeur random qui a un besoin et tu l'exprimes en disant franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas ce truc-là. Et puis, tu as des gens qui travaillent, donc des ingénieurs et des PM qui travaillent chez Safari, chez Mozilla, chez Apple, chez Google, qui sont en mode ah, c'est pas bête. Franchement, c'est vrai qu'en plus, ça répond à un besoin. Il n'a pas l'air d'être tout seul. On va regarder, on va essayer de réfléchir à une solution. Donc là, tu écris ce qu'ils appellent un explainer document, donc vraiment un fichier en mode markdown, et tu dis le problème, ce que ça résout, et une idée de comment ça marchouillerait. Donc en gros, tu écris un petit peu de JavaScript, tu dis ouais, je vois bien un truc comme ça. Ok, c'est joli. Et là, ton but, c'est d'aller voir d'autres personnes. En l'occurrence, les autres navigateurs, dire j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Là, tu as un premier problème qui est c'est gentil, François, tu travailles là-dessus, mais moi, je suis déjà sur un autre truc. Et quand je dis un, c'est 12 trucs en parallèle. Donc, ça a l'air pas mal. Reviens quand tu auras quelque chose d'un peu plus concret. Ok, bon, bah. Donc, toi, tu continues à itérer. Donc, là, pour le coup, tu es en interne. Donc, tu es regardez, j'ai fait ça, c'est pas mal, ouais, c'est cool. Et tu vas peut-être voir d'autres. Alors, moi, dans mon cas, je m'amuse à directement implémenter ça dans Chrome, mais tu peux aussi demander à des équipes d'ingénierie de regarder comment le faire. Donc là, ils commencent à jouer avec et ils te disent alors, c'est pas mal ce que tu as écrit, sauf que ça ne marche pas du tout dans ce cas-là, parce que moi, je viens de tester et tu dis ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc, tu continues à itérer. Et donc, tout ce cheminement peut prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. En fonction de ce que tu fais. Tu vois, Service Worker, ça prend des années. Web Component, je ne te parle pas. J'hésitais à le mentionner. Moi aussi. Donc, et puis, tu as des trucs assez bêtes qui, voilà, en quelques mois, vraiment, ça a l'air assez straightforward. Pourquoi pas? Et après, donc, tu continues, tu fais ça. Et ensuite, tu vas arriver au moment où, d'un point de vue, en tout cas chez Google, on va dire, on va annoncer notre intention de vraiment... ce qu'on appelle prototyper, donc c'est un intent to prototype, pour que Mozilla et Apple, de façon officielle, entre guillemets, soient au courant qu'on a vraiment envie de faire ça. Et donc là, on leur demande une deuxième fois, une plusieurs fois. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, ils travaillent aussi sur plein d'autres choses, donc si ça fait du sens, si ils ont le temps, ils vont peut-être prendre le temps de répondre, mais cette spécification, comme on l'entend, maintenant, on va commencer aussi à l'écrire.
Donc, on va vraiment écrire un texte très normatif de comment doit fonctionner l'API. Et là, on est encore en mode, et donc là, je vous parle du côté Google, mais tu as la même chose du côté Apple quand eux lancent une API, ou Mozilla aussi. Donc, tu essaies, tant bien que mal, d'arriver à un consensus en disant, non, on pense que ça serait bien comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, le fait de discuter avec des gens qui ont des approches complètement différentes, ou pas forcément identiques aux tiennes, fait que tu vas remettre en question le design, la façon dont tu voyais l'API. Ça continue. Ensuite, on arrive à un moment où tu as le PM de Google qui est là. Franchement, on la ship maintenant. Et tu es en mode, attends, parce qu'on a quand même pas mal de choses encore. On a tout ce qui est Chrome Security, Chrome Privacy, Accessibility. En fait, tu as plein d'équipes qui sont dans l'organisation Chrome, mais qui sont en mode, nous, on n'est pas là pour que ton API ship, on est là pour s'assurer que l'utilisateur, quand il va l'utiliser, ça ne va pas lui éclater à la tronche. OK. Donc, tu dois passer tous ces trucs-là. Et franchement, il y en a, ça passe, parce que c'est logique. Et il y en a des choses, tu vas vraiment, c'est du one-on-one avec une personne, tu vas essayer de la convaincre, ou elle va essayer de te convaincre que c'est pas la bonne chose. Tu fais, franchement, j'étais à ça de shipper. Ouais, mais désolé, mais ça marche pas, ça. OK. Bon, c'est reparti. Et franchement, c'est bénéfique, hein, c'est bon pour tout le monde, hein, cet échange. Tu continues et après, tu vas faire, voilà, franchement, on va encore une fois faire un autre intent. Donc, ce coup-ci, c'est l'intent to ship. On va shipper. Des fois, ça marche et franchement, c'est cool. Des fois, on va shipper, mais non, on ne veut pas parce que tu vas encore devoir avoir la barrière de ce qu'on appelle les Blink API Owners, qui sont un certain nombre de personnes qui connaissent très bien le web dans sa globalité et qui vont te dire, franchement, c'est un petit peu dangereux ce que tu fais parce que le fait de rajouter cette fonctionnalité-là dans ce navigateur, s'il ne la supporte pas, ça va casser un certain nombre de sites web. Et là, tu as des initiatives comme HTTP Archive ou d'autres qui te permettent en fait de pouvoir évaluer à quel point tu vas casser le web. Et ça, c'est hyper dangereux. Ouais, c'est important. OK. Donc, tu continues. Et là, donc, on est d'accord que tu as toujours Apple et Mozilla qui sont, entre guillemets, qui sont là, qui sont toujours en train d'essayer s'ils ont le temps, en tout cas, de contribuer à la spec. Et tu arrives voilà, je vais shipper cette API. Et là, tu te dis, c'est bon, tu as shippé, tu as une spec, c'est bon, c'est standardisé. Faux. Tout ce que tu as fait, c'est une implémentation d'une spécification, donc d'un texte que tu as écrit avec d'autres personnes, potentiellement. Et tu ne peux pas dire, par exemple, je travaille sur WebNFC. WebNFC est maintenant une spec W3C, tout le monde devrait l'implémenter. C'est faux. Chrome a pensé que c'était une bonne API, il l'a fait dans les règles. Maintenant, c'est à Mozilla et Apple, s'ils en ont envie, ce qui n'est pas le cas en tout cas pour WebNFC, pour Apple et Mozilla, d'implémenter cette API. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a des API comme les service workers, qui sont arrivés. En gros, Chrome a fait tout le travail d'itération sur cette API. Et à la fin, on fait, c'est bon, on ship. Il y avait encore des petites conneries. On a fixé, et puis au bout d'un moment, tu dois avoir une version assez stable des service workers. Et des années après, Apple fait, écoute, apparemment, les développeurs web en ont besoin de ce truc-là. Allez, on va l'implémenter. Il y a une spec qui est déjà écrite. On va simplement l'implémenter. Évidemment, lorsqu'il l'implémente, il découvre d'autres bugs parce que l'architecture n'est pas la même dans le navigateur. Pareil pour Mozilla. Ce qui fait qu'au final, maintenant, tu arrives avec une spec qui est standardisée. Pourquoi ? Parce qu'elle est validée par différentes implémentations. Du manière générale, c'est 2 ou 3 implémentations différentes. Quand tu dis il y a Brave, Edge et Chrome qui implémentent cette API, ça ne compte pas, puisque ils sont tous les 3 basés sur le projet open source Chromium. Donc, il faut vraiment des implémentations différentes. D'accord. J'ai essayé de résumer. Non, c'est clair. Et il y a un commentaire sur Twitch qui nous demande donc, mais les W3C, comment est-ce que c'est intégré à ce processus-là? Quand est-ce que les standards deviennent standards? Comment est-ce que ces standards est créé à partir de l'idée? Qui décide? Alors, le W3C, moi, bizarrement, je le vois vraiment à la fin. Dans le sens, donc encore une fois, c'est mon expérience. Picture in picture. On arrive, on me dit, François, ça te dirait d'écrire la spec. Moi, gros teubé, mais je ne sais pas écrire la spec, c'est pas pour moi. Si, essaye. Ok, donc tu essaies, tu arrives, tu écris ce texte-là. Et au bout donc là, tu es dans ce qu'ils appellent un working group séparé du W3C. Donc tu travailles là-dedans, dans ce contexte légal présent. Et tu ships l'API, tu es assez content. Tu vas essayer d'aller convaincre Apple
de l'implémenter. Mozilla, non, ils préfèrent pas. OK, pas de souci. Et ensuite, dans le cadre d'un working group du W3C, en l'occurrence qui s'appelle le Media Working Group, ils se disent, franchement, la spec, telle qu'elle est, je pense qu'on peut la passer. Donc là, c'est le W3C qui te dit, je pense qu'on peut la passer en REC. Donc, ce sont des termes très techniques pour dire, on va essayer d'officialiser et de tamponner en fait cette version de la spec pour dire, les navigateurs Tintin et Tintin ont implémenté la version 3 de cette spécification. Et donc là, tu as le W3C qui arrive et qui rajoute, de mon point de vue, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont disagréer avec moi, mais beaucoup de bureaucratie à ce truc-là, je pense qu'elle est importante. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je n'ai pas vu ça, mais en tout cas, c'est important que ça soit fait pour estampiller en fait une version d'aspect qui est implémentée par différents navigateurs et qui est donc propre au web. Mais ça veut dire qu'il y a des specs qui ne sont donc pas implémentés par un ou plusieurs des navigateurs dans ce cas. Et du point de vue de quelqu'un qui crée cette spec-là, c'est pas... Comment est-ce que toi, personnellement, en tant que développeur ou dans ton expérience avec les développeurs web que tu traites, comment est-ce que c'est vécu-là d'avoir un truc qui est censé être standard, mais qui est implémenté seulement par un ou deux des trois grandes familles de navigateurs? Eh ben, c'est très frustrant. Alors, comme je disais, je travaille sur des API qui sont liés au périphérique matériel. Et donc là, en gros, tu as Apple et Mozilla qui ont une vision, c'est vraiment une vision différente de ce que devrait être la plateforme et qui te disent clairement, c'est beaucoup trop dangereux de rajouter ces API dans un navigateur. Nous ne les implémenterons pas. Et tu as Google, de l'autre côté, qui est en mode, nous, on pense que c'est une bonne chose pour la plateforme de pouvoir ouvrir les vannes à des développeurs qui n'ont pas forcément les connaissances et l'envie d'aller implémenter différentes applications sur différentes plateformes. Je le vois bien, Web Bluetooth, par exemple, c'est une API qui permet de te connecter à des objets en Bluetooth qui a permis, en tout cas, à des niches d'exister aujourd'hui et qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire s'il n'y avait pas eu la plateforme du web. Donc, nous, on croit en ça. C'est vraiment une différence de vision. C'est vraiment ça. Peut-être que vous avez, j'allais dire, après, au-delà de la vision, je pense que vous êtes aussi, j'étais en train de réfléchir, mais j'allais dire Apple, c'est encore différent, mais vous êtes aussi, quand je pense à un Chromebook, par exemple, le web joue un rôle beaucoup plus gros sur un Chromebook qui va être dénué de pas mal de capacités OS. Le web va jouer un rôle énorme, en fait. Tu as besoin du coup, tu peux pas faire autrement que d'avoir une vision différente, au final. Tu as des cas utilisateurs complètement différents aussi. Alors, à titre personnel, s'il n'y avait pas les Chromebooks, je voudrais quand même pouvoir utiliser la plateforme web. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas comment on dit en français. Il parle d'ubiquity. Je ne sais pas si ubiquité existe en... Si, ça, ok. L'ubiquité. Mais, ouais. Il va vérifier. sans que ça se voit. Mais non, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette plateforme. Moi, ce que j'aime aussi dans cette plateforme-là, c'est le fait que... il y a 2-3 jours, ma copine était sur sa machine et elle se retrouve avec un message d'erreur. Et je lui fais, écoute, regarde, je vais te montrer ce que je fais au quotidien. Donc là, il y a un message d'erreur qui était littéralement juste une string. Je lui fais, viens, on va sur un site web qui s'appelle cs.chromium.org, qui est donc littéralement une façon de browser le code open source de Chromium. Et en 3 clics, j'étais capable de lui expliquer d'où ça venait. Et ce genre de choses, il est juste... Je ne sais pas s'il est inhérent à la plateforme web, mais le fait que tu puisses le faire, ça ouvre tellement de possibilités. Il y a des super navigateurs type Brave et compagnie qui existent parce que cette brique-là est là. La même chose pour WebKit et Mozilla. Donc, c'est... Je pense que je suis un garçon encore très naïf. Je te dirai ça dans 20-30 ans si ça a changé. Mais je crois encore à cette plateforme. D'accord. On est déjà un petit peu pris par le temps. Je pense qu'il y a encore une question dans l'audience qu'on peut prendre, à mon avis, celle de Hugo. Est-ce que la vision des plateformes a évolué dans le temps? Et si oui, comment? Ah, c'est une bonne question, ça, pour le coup. C'est une question... J'aimerais... Tu vois, par exemple, tous les
tous les ans, il y avait un événement qui s'appelle TPAC. Moi, j'y étais il y a longtemps pour la première fois. Et je me suis rendu compte que les gens qui travaillaient sur ces navigateurs, donc Firefox, Safari et compagnie, ils étaient tous des gens comme toi et moi, qui se retrouvaient dans les couloirs et qui discutaient de ce qu'ils faisaient dans les navigateurs. Et tous les ans, tu avais un petit check de voici la vision que l'on a pour le web. Et donc, c'était super intéressant de pouvoir discuter en one-on-one, pas en mode vidéo, mais vraiment avec eux. Et comment dire? Donc, la question, c'est est-ce que ça a évolué? J'ai l'impression qu'elle n'évolue pas. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais encore une fois, c'est mon point de vue, celui de François qui joue avec les technos du web depuis quelques temps. Mais Safari reste très conservateur en mode le web est une vue document. Je ne veux pas que ce soit péjoratif, c'est juste, voilà, le web, c'est une très bonne vision de PDF et ça devrait le rester comme ça. Tu as un Mozilla qui fait face à d'autres problématiques qui ne sont pas liées à une vision. Peut-être qu'elle l'est au final, mais en tout cas, il y a aussi clairement un manque de moyens. Donc, tu as beau discuter avec eux, tu vois que les gens ils ont envie de faire des millions de choses, sauf qu'à la fin de ta journée, tu as 24 heures, donc tu ne peux pas non plus faire tant de choses que ça. Et tu as Google, évidemment, comme tu disais, avec l'effort Chrome OS et même Android, d'une certaine manière, qui a évolué, en tout cas, dans sa vision. Je ne sais pas si ça répond clairement. En tout cas, c'est un ressenti que je te donne là. Non, c'est intéressant. Ok. Je pense qu'il va falloir on dit ça à chaque invité, toutes les 2 semaines. Mais je pense qu'il va falloir que tu reviennes dans quelques mois, parce que là, on adorerait pouvoir continuer à parler encore une autre demi-heure avec toi. Il y a plein de questions qui me viennent à la tête, donc oui, il va falloir qu'on arrête ici pour aujourd'hui. Sympa, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer avant qu'on passe à la chronique de Noël ou Si, à la rigueur, si tu as vraiment un bug qui te fait chier, dis-le-moi et puis on regardera ensemble si on peut le corriger. Je suis là, en 2021, je me dis, allez, je vais essayer de corriger les petits bugs qui nous embêtent au quotidien. Et il s'avère que c'est faisable. Donc, franchement, essayons. Et où ça, du coup? Je dis contacte-moi, mais. François Beaufort, tu te mets sur n'importe quel repo où tu trouveras un moyen, ou alors fbeaufort@google.com, ça marche aussi, ou beaufort.françois@gmail, ce que tu veux. N'hésite pas, les gens trouvent toujours un moyen de me contacter. Ok, super. Merci François. À la prochaine, du coup. Salut. Des gros bisous. Et on arrive à la fin. Oui, on arrive à la chronique de Noël. C'est ça que j'attends à chaque fois avec impatience. L'anecdote historique. Est-ce que je fais démarrer le son maintenant ou je sais plus? Non, je te ferai signe. Je te ferai ça. Super. Voilà. Bon, on te laisse travailler. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, déjà, faut que je vous dise un truc. C'est un truc qui me tarote depuis un moment, donc voilà, j'ai vidé mon sac. J'aime l'autorité. Ouais, je sais, ça fait bizarre. Surtout venant d'un social justice nerd ascendant anarcho-islamo-bobo-bolchevique comme moi. Bon, je vous explique. Quand je vous dis autorité, vous pensez sans doute à l'instit qui vous hurlait dessus après un 0 en dictée. Ou alors à des figures plus générales, genre votre patron, l'Académie française ou Castex au hasard. Alors non, ça c'est de l'autoritarisme. Faut pas confondre. Allez, je vous montre avec ma machine à voyager dans le temps. Et c'est là que je fais le... J'arrive plus à la trouver, laisse-moi 2 secondes. Il est là. Exterminé. Alors, on est dans les années 60, aux États-Unis. Le lieu parfait pour parler d'autorité et d'autoritarisme, du coup. Plein de gens combattent l'autoritarisme à ce moment-là. On a le Civil Rights Movement, qui met fin à la ségrégation en 1964. La même année, on a la naissance du Free Speech Movement à Berkeley. Et parallèlement à tout ça, d'autres personnes mettent en place un truc qui va totalement changer le monde, Internet. Bon, quand je dis Internet, je m'emballe un peu. En mars 1964, Paul Baran,
un ingénieur en électricité et informatique, finalise 18 mois de recherche. Il ne fait alors que formaliser les premiers concepts pour les réseaux, en particulier la commutation de paquets. Il faudra ensuite plus de 5 ans pour que ces concepts soient mis en œuvre, dans le cadre du projet ARPANET. Le matos est géré par 2 sociétés privées, BBN, qui fabrique les premiers routeurs, et AT&T, qui s'occupe de la liaison. Puis, on utilise ce matos pour connecter la UCLA, l'Université de Californie, en septembre 1969. Un mois plus tard, le SRI, où Engelbart avait créé la souris, l'hypertexte et tout le reste, il y a des liens entre les épisodes, il faut revoir l'épisode 1. Et après, bon, on a fait au plus simple. L'université de Santa Barbara, UCSB, est connectée parce que c'est à côté. Et puis celle de l'Utah, UCU, parce qu'apparemment, c'était mieux avec les câbles et tout. Donc là, on a vraiment les 4 premiers nœuds d'ARPANET. Le tout début, quoi. Les fils sont connectés, youpla boum, mais en fait, on ne sait pas trop quoi en foutre. Bon, heureusement, vous vous en doutez, des chercheurs qui bossaient sur ces 4 premiers sites ont un peu anticipé le truc quand même. En février 1969, ils s'étaient même réunis chez BBN pour discuter software et protocole. Et ils se sont donné eux-mêmes un petit nom, le Network Working Group, ou NWM. Mais bon, les grands chercheurs, ils avaient d'autres priorités à l'époque. Ça causait intelligence artificielle, big data, graphisme. Et puis, si vous vous rappelez bien, Engelbart et son équipe, ils étaient déjà en train de changer le monde en augmentant l'intelligence humaine. Donc bon, une révolution à la fois, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refourgué le bébé à des sous-fifres. Genre des gens qui venaient d'avoir leur diplôme, quoi. En avril 69, le NWM ne comprenait que 4 membres. Moyenne d'âge 23 ans à peu près. Ils sont super enthousiastes et en plus, comme ils avaient déjà bossé sur les mêmes trucs, le courant passe super bien et les idées fusent. Ils font plein de réunions et ils prennent des notes. Sauf qu'à un moment, il a bien fallu qu'ils fassent un rapport à leurs collègues et supérieurs. Et là, il y a un problème. La hiérarchie, dans les années 60, c'était super strict. L'ancienneté, ça comptait énormément. Steve Crocker, un des membres du NWM, était particulièrement stressé par cette situation. Pour utiliser ses propres mots, il avait peur de mettre en colère les adultes, de paraître trop prétentieux, quoi. Alors il réfléchit, et pendant une nuit d'insomnie, c'est l'illumination. Plutôt que d'envoyer un traditionnel rapport officiel, ils vont écrire des demandes de commentaires. Autrement dit, des RFC, Requests for Comments. Avec une idée principale, vous pouvez poser des questions sans y apporter de réponse. Donc, en avril 69, les RFC 1 et 2 sont écrites pour définir un premier protocole host-to-host et la numéro 3 pour dire plus concrètement comment écrire une RFC. Pour eux, c'est juste une solution temporaire. Un truc qui va vite disparaître une fois que les adultes auront repris la main, quoi. Sauf que les RFC sont super efficaces. Elles permettent de faire abstraction de toute hiérarchie pour se focaliser sur le plus important, la compétence des gens et la pertinence des idées. Les protocoles TCP/IP seront définis par des RFC avant d'être adoptés par ARPANET en 1983, ce qui donnera naissance à Internet, pour de vrai cette fois. Depuis sa création en 1986, l'Internet Engineering Task Force, l'IETF, n'écrit que des RFC, ou presque. Une RFC peut y définir un protocole standard, mais aussi permettre de discuter d'un problème, faire un rapport d'étape sur un sujet en cours, ou simplement exprimer son intérêt pour un sujet. C'est pourquoi quand on dit aujourd'hui la RFC numéro machin, on parle par défaut d'un document officiel de l'IETF. Alors, forcément, la RFC 3 a été largement réécrite au cours des années. Aujourd'hui, le style guide pour les RFC de l'IETF fait dans les 24 pages. C'est la RFC 7322, excusez du peu. Plein d'autres organisations utilisent aussi des RFC. React, par exemple, passe par des RFC pour discuter et formaliser tous les futurs changements majeurs avec ses propres règles. Mais ces règles sont là pour faciliter la rédaction, pour être le plus clair possible, pas pour poser des contraintes bureaucratiques qui gênent la lecture et l'écriture. Et c'est là qu'on revient à la question de l'autorité. L'IETF, comme tous les organismes de normalisation, on en a parlé tout à l'heure, W3CI, WhatWG et j'en passe, fait autorité parce que ces standards font sens, parce qu'ils ont été écrits par des personnes compétentes et largement débattus de manière ouverte.
Si je prends le dico, le petit Robert dans mon cas, faire autorité, ça veut dire s'imposer auprès de tous comme incontestable, servir de règle. Exemple, un ouvrage qui fait autorité. S'imposer ici, ça veut pas dire montrer ses gros muscles et dire bon, maintenant, tu vas faire ce que je veux. Ça, c'est de l'autoritarisme. On s'impose de fait comme incontestable. Ce sont vos compétences, votre pertinence dans un domaine qui fait que les autres respecteront votre autorité. On vous juge toujours sur vos actes, pas sur ce que vous prétendez être. Votre boulot, votre position hiérarchique, votre violence, vos privilèges, bref, le pouvoir que vous avez de forcer les autres, c'est jamais pertinent. Pensez le contraire et vous le payerez lourdement. Merci beaucoup. Encore une fois, j'ai pas pu m'empêcher de faire une conclusion lourde de sens. Et donc, je vais repasser le micro à Julien et on va pouvoir parler d'un petit bonus. Salut. Merci Noël. Merci. C'est toujours dommage quand tu t'arrêtes. En fait, je pourrais t'écouter 2 heures. Ah oui, C'est gentil. un jour il faudrait La faire un chronique de épisode 2 heures, spécial avec des heures de Noël, quoi. Exactement. Ça me Une rappelle. chronique, ça me prend une petite journée à écrire. C'est ça. Pour 5 minutes. Mais on pourra faire ça un jour, on verra. Tu nous parlais d'un bonus. Ouais, bah justement, je disais une petite journée à écrire un script pour une chronique. Bah, j'ai pris un an à écrire. J'en ai déjà parlé plein de fois. 600 pages, un gros bouquin d'1 kilo sur le développement des applications web modernes. Et j'avais promis qu'on ferait un petit concours pour le faire gagner à nos éditeurs. Donc, on s'est creusé un petit peu la tête avec Julien Horatio, je crois que vous, là, les gars. Niveau concours, tout ça, perso, moi déjà à la base, j'étais pas trop fan de demander du travail gratuit aux gens, des choses comme ça. Donc, on va plutôt faire un truc pour vous aider, les auditeurs, pour vous être utile à vous. Et à la fin, ça permettra en plus de gagner un bouquin. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit tweet juste après là. Sur lequel vous pourrez nous poser toutes vos questions sur les 3 premiers épisodes, sur le bouquin, sur voilà, ce que vous voulez. Sur l'émission On en va pas général parler aussi. Et l'émission de manière générale, oui, tout à fait. On va juste éviter de parler de choses de leur vie privée, ce genre de choses, hein, mais sinon les questions sont libres. Et donc voilà, en retweetant le tweet ou en commentaire. Et donc, à l'épisode suivant, on décidera la meilleure question. Il y aura sans doute du tirage au sort dans le lot. Et la personne qui l'aura posé recevra du coup un exemplaire du bouquin. Voilà. J'en ai une petite... 1 kilo de bouquin. Voilà. J'en ai une petite flopée. Donc voilà, c'est le premier que je fais gagner. Il y en aura d'autres par la suite. Voilà. Super. On aura un système de sélection très, très élaboré. Voilà, c'est ça. J'en ai plein derrière aussi. Donc, sur le compte Twitter des briques du web, du coup. Ouais, On voilà. fait ça tout de Évidemment, suite. sur le compte Twitter Si des vous briques du suivez web. pas Et puis encore. moi-même, etc. Ok. Et on saura le résultat dans 2 semaines. Ouais, ça. voilà. Bon, on annonce ça en fin d'émission après ma chronique. Ce que j'allais dire, est-ce que tu as déjà ta Voilà. chronique pendant 2 semaines? Oui, j'en ai 2 à moitié rédigés, donc voilà, j'annoncerai le sujet sans doute demain. Et oui, comme d'habitude, d'ailleurs, j'ai oublié, pareil, article de blog sur fullweb.dev, il sera 7 fois publié dans le cours d'après-midi, j'espère, pour compléter la chronique. Parfait. Ok. Merci Noël. beaucoup. Merci beaucoup. Bon, et nous, Bon. il nous reste que rappeler que la prochaine émission de Briques de Web sera le 27 avril, si je ne me trompe pas, C'est à ça. 12h15. Et comme d'habitude, dans le canal On a dit Twitch peut-être. de Rendez-vous de On a dit qu'on allait Speakers. peut-être changer l'heure. On a dit qu'on allait peut-être changer à 12h30. On va voir. On se pose la question, mais grosso modo, entre 12h15 et 12h30, le 27 avril, dans le canal Twitch de Rendez-vous de C'est Speakers. ça. Et si jamais ça le fait pas à 12h15, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube, sur les briques du web, et aussi sur Spotify, sur Apple Podcast et tout ça, quelques jours après, le temps qu'on fasse un peu de montage, etc. Et on donnera les on est liens aussi sur dispo. Twitter, comme d'habitude. On fait comme ça. À dans 2 semaines. À Salut. dans 2 semaines. Ciao.